Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers joueurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Arnold dans lequel je te présente le jeu qui est présentement, au moment où on se parle, dans la campagne de financement de Foundation of Rome. Il est présentement sur Kickstarter. Fait que je vais t'en parler avec la campagne qui se termine pour que tu puisses te faire une idée, si jamais tu suis notre chaîne, à savoir si c'est quelque chose sur lequel tu veux mettre de l'argent. Qu'est-ce que c'est Foundation of Rome? C'est un jeu extrêmement simple, de type familial, qui va se jouer de 2 à 4 joueurs, 5 avec une extension, solo c'est une autre extension, et il y a probablement des nouvelles choses, je n'ai même pas encore regardé moi-même la campagne, il y a un nouveau module qu'on t'offre. Et dans ce jeu-là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu as une grille de type bingo là, qui va de A1 jusqu'à H8. Et tu vas acheter des cases sur cette grille-là. Éventuellement, tu vas pouvoir remplacer les cases que tu possèdes, ce qui représente des lots, des territoires, des terrains de la ville de Rome. Tu vas pouvoir remplacer les terrains que tu possèdes par des bâtiments qui vont te rapporter différents bonus, de l'argent, qui vont te permettre d'acheter d'autres lots pour construire d'autres bâtiments, qui vont te rapporter de la population, qui est une course au point de victoire, qui vont te rapporter des différentes façons de marquer des points de victoire. C'est un jeu extrêmement simple qui se joue assez rapidement, qui a une production assez phénoménale. Fait que maintenant, on va commencer par aller voir comment on installe, comment on y joue. Je reviens à la fin pour te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place, on va commencer par installer le plateau au centre de la table. Le plateau est réversible. Il y a le côté qui a moins de cases. Celui que j'installe, c'est pour les parties à 2 et à 3 joueurs. Il y a un côté pour les parties à 4 et 5 joueurs, que la grille est plus grande de l'autre côté. Au niveau du matériel, on va avoir des sous à placer sur le côté. On va se désigner un premier joueur. Le premier joueur, il va commencer avec 5 sous dans sa réserve personnelle. Le deuxième joueur avec 6, le troisième avec 7, le quatrième avec 8, le cinquième avec 9, le cas échéant. Ensuite, chaque joueur va se prendre sa réserve personnelle de bâtiment. Fait qu'on va avoir une espèce de plateau comme ça ici sur lequel tous nos bâtiments sont déjà placés, sont déjà classés en différents types de bâtiments. On a 3 couleurs de bâtiments. Et on va avoir des marqueurs de possession de l'eau ici. Il y a des marqueurs qui sont allés ici si on a une extension supplémentaire. Nos marqueurs de possession, on va aller les placer sur le plateau pour indiquer qu'un lot nous appartient. Une fois que chaque joueur a son plateau en main, on va désigner un premier joueur, on va lui donner ce petit jeton très discret-là et on va aller préparer notre deck de cartes pour la partie. Dans mon cas, j'installe une partie à 2 joueurs, je vais donc prendre uniquement les cartes qui sont identifiées 2 et plus et je vais brasser ce deck de cartes-là avant de commencer à les distribuer aux joueurs. Si j'étais dans une partie à 3 ou à 4 joueurs, avant de faire cette distribution-là, j'aurais à ajouter dans mon deck de cartes toutes les cartes à 3 joueurs ou toutes les cartes à 3 ou toutes les cartes à 4 joueurs si j'étais également dans une partie à 4 joueurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre deck de cartes en début de partie? Une fois qu'on va l'avoir préparé, on va révéler les 6 premières cartes, on va aller les donner à un joueur, puis on va répéter le processus, fait qu'on va distribuer 6 cartes à chaque joueur. Les cartes vont représenter des lots. Fait qu'une fois qu'on a pigé nos 6 cartes, on va aller prendre un marqueur de lot qu'on va aller placer sur chaque case qui nous appartient sur le plateau de jeu, puis on répète le processus jusqu'à temps que tous les joueurs aient pris possession de leur lot. Donc, une fois qu'on va avoir fini notre placement, on va avoir pris possession de nos 6 lieux de départ, nos 6 lots de départ. C'est une partie à 2 joueurs, donc il y a 12 cases de prise. Les cartes qu'on va avoir pigées, on se fait tout simplement une défausse personnelle qu'on garde proche de notre surface de jeu. On peut toujours la consulter pour être certain qu'on n'a pas oublié une carte. Avec le reste du paquet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un plateau secondaire qui ressemble à ça juste ici. On va brasser le reste du paquet comme il faut et on va le diviser en 3 piles à peu près égales et le livre du jeu utilise le terme à peu près égal. Fait que je suis très satisfait. On va distribuer les 3 piles comme ça ici. De la première pile, on va révéler 6 cartes, c'est les cartes qui vont être disponibles à l'achat durant la partie. Et quand ça c'est fait, tout ce qui va rester à faire, c'est d'aller prendre le petit plateau de pointage. Chaque joueur va choisir une couleur qui est la couleur de son plateau personnel. On a le mauve, le rouge. Ils vont prendre un cube qui vont aller placer sur la piste des points de victoire et ils vont prendre un cube qui vont aller placer sur la piste de population.
à 0 en début de partie. Quand ça s'est fait, ben là, on est prêt à commencer notre partie. On peut, si on le veut, dans nos premières parties, distribuer une petite carte d'aide-mémoire pour chacun des joueurs. Quel est l'objectif de Foundation of Realms? Ben, c'est de marquer des points de victoire. Le jeu va durer exactement 3 aires de jeu. Une aire de jeu va prendre fin quand ces decks de cartes-là vont être complètement vidés, ainsi que le marché qui est offert présentement. À la fin de chacune des aires de jeu, il va y avoir une phase de score. Elle est exactement la même, à part une petite variante dans la 3e ère où on va marquer les points un petit peu différemment. Celui qui va avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie va l'emporter tout simplement. Maintenant, comment se joue le tour de jeu en tant que tel? Ben, dans ce jeu-là, c'est extrêmement simple. À son tour de jeu, en commençant par le premier joueur, un joueur a le droit de prendre une action parmi un choix de 3 actions. Quand son action est prise, ben, le deuxième joueur prend son action, puis on continue comme ça. Troisième joueur prend son action, quatrième prend son action, puis on vient au premier. Dans mon cas, on est une partie à 2 joueurs, donc on y va en alternance. Et on y va comme ça jusqu'à temps qu'une ère se termine. Une ère va se terminer quand le paquet de l'aire en cours est vide. Donc, dans mon cas ici, quand ce paquet-là va être vide et que toutes les cartes du marché ont été achetées, la première ère va se terminer, puis on va passer à une phase de score de points. Quels sont mes 3 choix d'action? Ben, c'est extrêmement simple. Premier choix d'action que je peux faire, on peut acheter l'un des lots qui est disponible au marché, juste ici, en payant le coût qui est juste au-dessus. Par exemple, si je suis le premier joueur, le lot E3 m'intéresse énormément. Je pourrais payer 2 sous que je retourne à la banque pour acheter le lot E3. Quand je le fais, je mets cette carte-là dans ma défausse. Avec les cartes que j'ai reçues en début de partie, je prends un de mes marqueurs de possession et je vais le placer sur le lot que je viens d'acheter. Toutes les cartes vont glisser vers la gauche, fait qu'elles vont toutes baisser de prix et on va remplacer par une nouvelle carte du paquet. Tout simplement. Je ne peux pas prendre cette action-là si je n'ai plus de marqueurs disponibles sur mon plateau de jeu. On en a 8 en début de partie, on en place 6 dans la mise en place initiale. Deuxième action que je peux faire, disons que c'est au tour du joueur rouge. Au lieu d'acheter un lot, je peux remplacer mes marqueurs de possession par des bâtiments. Ça ne coûte rien. Je dois tout simplement avoir des bâtiments de la dimension qui est demandée. Par exemple, ici, on voit qu'il y a 2 fois une zone de 2 bâtiments, fait qu'il pourrait prendre, disons, ce bâtiment-là juste ici sur son plateau de jeu. Ce qui est sur le dessus m'indique qu'est-ce que le bâtiment va me rapporter et c'est également imprimé dans le fond du plateau pour que ça soit plus facile à référencer. Quand il fait ça, ben, il va prendre son bâtiment, il va récupérer ses marqueurs de l'eau, puis il va aller prendre son bâtiment sur le plateau. Ces marqueurs de l'eau, on les replace dans notre réserve personnelle. Si plus tard dans la partie, disons que le joueur mauve était dans cette situation-ci au début de son tour de jeu, on a le droit de remplacer un bâtiment par un autre bâtiment quand on construit, en autant qu'il soit plus gros. Fait que ce bâtiment-là, je ne pourrais pas le remplacer et placer par exemple ce bâtiment-ci parce qu'il est de la même taille. Par contre, quand je fais cette action-là, je pourrais prendre ce bâtiment C2, le bâtiment qui était là, si j'en avais un, je pourrais l'enlever, aller prendre, disons, ce bâtiment-là qui est ici, parce qu'il est plus grand d'une case, il fait 3 cases au lieu de 2 cases, et aller le replacer. Fait que ça, c'est pour la deuxième action. La troisième action que je vais faire, par exemple, disons que je suis dans cette situation, on va dire que je suis dans cette situation-ci, comme ça ici. Comme troisième action, ce que je vais faire, c'est que je peux faire une action de récolte de sous. Je collecte de l'argent. Combien d'argent je vais récolter? Mais je vais toujours collecter 5 pièces plus ce que mes bâtiments me rapportent. Le symbole de collecte, c'est ce symbole-là ici. Fait que présentement, dans ce cas-ci, si le joueur rouge fait une collecte, il va rapporter 6 sous. Tandis que si c'est le joueur mauve qui fait une collecte, il va en rapporter 9. Parce qu'il y a un total de 4 sous qui sont imprimés sur ces divers bâtiments. Et comment on sait qu'une heure se termine? Ben, l'heure va se terminer quand un joueur va acheter la dernière carte de lot qui est disponible. Dans ce cas-ci, ça serait par exemple le joueur rouge. Alors que la pile de cartes, la réserve de cartes, est complètement vide. À ce moment-là, on a une heure qui se termine. Qu'est-ce qui se passe quand l'heure se termine? Bien, premièrement, on va gérer nos 3 types de buildings. Le premier type de building qu'on va gérer, c'est les buildings commerciaux. Les buildings commerciaux, c'est les buildings qui vont rapporter
de l'argent. Fait que premièrement, on va collecter l'argent de ces buildings-là. Fait que 1, 2, 3, 4 dans le cas du joueur mauve et 1 dans le cas du joueur rouge. On ne collectera pas un 5 de plus comme quand on fait l'action de récolte pendant la partie. On fait juste vraiment récolter ce qui est disponible sur le plateau. Fait que 4 pour le mauve, 1 pour le rouge. On a d'ailleurs un rappel sur son plateau personnel de la valeur d'argent qu'on va récolter à cette phase-là. Et ensuite, ces buildings-là vont nous rapporter des points de victoire. Les points de victoire qu'ils vont nous rapporter sont fixes, fait qu'on les voit aussi sur notre plateau personnel. Fait que dans ce cas-ci, on voit que pour mes buildings commerciaux, je vais marquer un total de 5 points de victoire. Fait que le joueur mauve, sur la piste de points de victoire, va prendre son marqueur, puis il va aller marquer ses points de victoire comme ça ici. Le joueur rouge va faire la même chose. Le deuxième type de bâtiment qu'on va marquer, c'est les bâtiments civiques, qui sont les bâtiments blancs. Les bâtiments blancs vont marquer de différentes façons selon le type de bâtiment, le bâtiment qu'on va avoir construit. Ils vont tous marquer de différentes façons. Ils vont tous marquer en faisant référence à des bâtiments qui sont adjacents à ce dit bâtiment, peu importe le bâtiment, il appartient à qui. Par exemple, lui, il va me dire, marque 2 points de victoire pour chaque bâtiment civique qui est à côté. C'est ça que ça veut dire, le petit temple. Marque 1 point de victoire pour chaque sou qui est produit adjacent à ce bâtiment-là. 2 points de victoire pour chaque sou qui est produit. 3 points de victoire pour chaque bâtiment civique adjacent. 1 point de victoire pour chaque bâtiment adjacent. Un point de victoire pour chaque population ou pour chaque 2 de population qui est adjacent à ce bâtiment-là. Dans mon cas, on voit que sur le plateau, j'ai construit un bâtiment civique. Ce bâtiment-là dit 1 point de victoire pour chaque bâtiment qui est adjacent. On va le mettre comme ça ici. Donc, je suis adjacent à 2 bâtiments. On va marquer 2 points de victoire de plus. Le joueur rouge a un bâtiment qui dit 1 point de victoire pour chaque production de sous qui est adjacente. Il y a une production de 2 sous qui est adjacente, donc il ferait 2 points de victoire. Si ce bâtiment-là avait été comme ça, il ferait 3 points de victoire vu qu'il y a 3 sous qui sont produits adjacents. Adjacents, c'est vraiment les 4 cases qui sont orthogonales. On ne parle pas de l'adjacence en diagonale. Le troisième type de bâtiment qui va être important, c'est des bâtiments qui fournissent la population. La population, c'est des majorités. Fait que dans ce cas-ci, on voit par exemple que le joueur rouge a 5 de population, tandis que le joueur mauve a 2 de population. On va avoir une piste comme ça ici qui va nous aider à marquer qui a combien de population. Fait qu'à chaque fois qu'on construit un bâtiment qui nous donne la population, ou qu'on en enlève un parce qu'on le remplace par un bâtiment plus grand, on va aller ajuster ça sur cette piste-là. Comment on va marquer ces points de victoire-là? Ben, celui qui en a le plus va marquer sa valeur en population, plus un bonus selon l'ère qu'on vient de terminer. Fait qu'à la première ère, on va marquer 4 points de victoire bonus, 7 points de victoire bonus à la deuxième ère et 10 points de victoire bonus à la troisième ère. Donc, dans le cas qui nous intéresse, le joueur rouge a 5 de population, il est majoritaire, il gagne le bonus de la première ère, donc 4 points de plus, fait qu'il va marquer un total de 9 points pour ses bâtiments, pour sa piste de population, parce qu'il mène la piste de population. Les autres joueurs vont marquer différemment. Chaque joueur qui n'est pas en première place, ce soit dit en passant, s'il y avait une égalité en première place, il marque tous les deux le bonus de 4 points. Les joueurs qui ne sont pas en première place vont marquer un nombre de points égal à la population du joueur qui est en avant d'eux autres. Fait que dans le cas du joueur mauve, il marquerait 5 points de victoire, vu que le joueur qui est en avant de lui a 5 de population. Si on était dans une partie à 3 et il y avait, disons, le joueur vert sur le 1, ben le joueur rouge gagne 5 points plus le bonus. Le joueur mauve gagne 5 points parce que c'est lui, c'est 5 la valeur qui est en avant de lui. Et le joueur vert qui serait ici gagnerait juste 2 points parce que le joueur en avant de lui a 2 points. Et on continue comme ça met fin à l'ère, fait qu'on va préparer une nouvelle ère, fait qu'on va prendre le prochain deck de cartes qu'on a, on va en révéler 6 pour les placer juste ici. On continue dans l'ordre de tour de jeu où on était rendu, fait que si c'est le joueur rouge qui a mis fin à l'ère, ce qui était le cas dans l'exemple que je viens de dire, on va donner le marqueur premier joueur au joueur mauve, c'est lui qui va commencer la deuxième ère, et on reprend la même chose comme ça, et on va faire 3 heures. La seule différence qu'il y a entre chaque heure, fait qu'on comprend qu'on va acheter plus de lots, on va placer plus de bâtiments, puis on va rouler comme ça, fait qu'à la fin de la partie, la ville va être presque construite au complet. Il va y avoir des bâtiments sur pratiquement tous les lieux du plateau de jeu. Ça, on peut placer les bâtiments comme on veut, comme on voulait le voir, en les plaçant dans l'orientation qu'on veut au fur et à mesure qu'elle est construite. On doit évidemment contrôler les lots en achetant des cartes comme ça pour pouvoir construire des bâtiments.
Fait qu'une fois que la partie est terminée, il y a une phase de score finale. À la fin de la troisième heure, on va encore scorer des points de la même façon qu'on l'a fait à l'ère 1 et à l'ère 2. La seule différence, c'est qu'à la fin de partie, dans la dernière heure, on ne peut pas ramasser de sous parce que les sous ne vaudront pas, ne valent pas de points de victoire, les sous qu'on a accumulés, qu'on a dans notre réserve pour la fin de partie. Par contre, à la fin de la troisième heure, au lieu de faire des sous sur nos bâtiments, on va faire des points de victoire. Fait que le joueur mauve, si on était à la dernière heure, ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de victoire parce qu'il aurait fait 7 sous, en plus de ses 5, 6, 7, 8, 9, 10 points de victoire parce que ces bâtiments-là sont construits. Deuxième différence qu'il y a dans le score de fin de partie, c'est que nos lots sur lesquels on n'a rien construit, par exemple le joueur rouge aurait ces deux lots-là, vont rapporter 1 point de victoire chaque. Fait qu'on fait simplement le total des points de victoire à la fin de la troisième heure comme ça, une fois qu'on a scoré 3 fois nos points de victoire. On n'oublie pas que le bonus pour celui qui mène en population, il est de plus en plus grand. Il est de 4 points à l'ère 1, 17 points à l'ère 2 et 10 points à l'ère 3. Et celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Donc voilà, c'était le jeu Foundation of Rome. Tu vois à quel point c'est une petite boîte. Donc d'abord au niveau des composantes, ben tu l'as vu, ce sont des composantes d'extraordinaire qualité. Tu as une espèce de petit plateau comme ça dans lequel il y a tous tes bâtiments. Les composantes, en plus d'être belles, rendent le jeu pratique. C'est imprimé sur le bâtiment à quoi il sert, c'est imprimé dans le fond de ton plateau personnel à quoi ça sert. Fait que d'un coup d'œil rapide, tu sais quand tu fais une action de récolte d'argent par exemple, tu sais, tu regardes ton plateau, ok je récolte 5 plus 3, 4, 5 sous selon ce que je vois, ma population, je suis pas sûr, j'ai accroché le cube, je regarde mes plateaux, je suis rendu à temps. Ça rend le jeu très très facile à suivre. J'aime que sur ce petit plateau-là, le plateau de Deeds, il y a un rappel de comment fonctionne la phase de pointage à chacune des 3 phases du jeu. C'est vraiment un jeu qui est super simple. Le livre de règles est bien fait, il y a beaucoup de pages, mais dans le livre de règles, on inclut tous les modules optionnels que tu pourrais tenter d'acheter pendant la campagne. Donc, il y a beaucoup de pages, mais tu t'en sers pas de tant que ça. Il y a 3-4 pages de règles en bout de ligne. Et comme tu l'as pu constater, c'est un jeu qui est facile à expliquer. Les jetons font le travail, les cartes font le travail, il n'y a pas grand chose à dire. Là. C'est pas la meilleure qualité de carte, mais t'es branché juste une fois au début de la partie. C'est vraiment les bâtiments qui font le cœur du jeu. Au niveau des composantes, là, j'aurais pas le choix de te parler parce que ça fait partie des composantes du prix du jeu. C'est un jeu qui va sur la campagne, j'ai pas vérifié la nouvelle campagne, mais dans la dernière campagne, on parlait d'environ, grosso modo, 200$ pour se procurer la version de base du jeu, la version que j'ai. Ce qui est extrêmement cher. Je rentrerai pas dans le débat, est-ce que le jeu il est surproduit? Est-ce qu'il aurait pu le faire avec des composantes moins impressionnantes pour le même type de jeu? Oui. Ils ont décidé d'y aller dans une autre voie. Ils auraient pu faire n'importe quel dungeon crawler pour remplacer les figurines par des cubes et de vendre ça moins cher. Fait que je rentrerai pas dans ce débat-là. Je vais te laisser décider si toi, tu penses que tu es prêt à donner ce montant-là pour un jeu de cette simplicité-là. Des fois, on a l'impression que quand on paye cher, on doit avoir un jeu plus compliqué. Dans ce cas-ci, tu payes cher pour avoir un jeu qui est plus beau. À toi de voir si c'est quelque chose qui te convient. Au niveau du gameplay, c'est un jeu qui est archi simple, extrêmement simple. J'achète des cartes, ça me fait penser un peu à un des jeux de casino que j'ai déjà possédé, Vegas, Viva Vegas, quelque chose comme ça. Je m'appelle Las Vegas tout simplement peut-être, ou c'est ça que tu faisais, il y avait des cartes qui sortaient puis tu essayais de placer des marqueurs de contrôle sur le plateau pour éventuellement construire des casinos à l'intérieur. C'est sensiblement le même principe, c'est super simple. T'as un choix, tu commences avec 6 tokens sur le plateau, 6 jetons qui indiquent les territoires que tu contrôles. Il y en a toujours 6 qui sont disponibles, plus c'est loin, plus il coûte cher. Mais toi, il y en a certains que tu veux vraiment acheter, ceux qui sont adjacents, ceux que tu possèdes déjà pour pouvoir construire des bâtiments qui sont plus gros, pas juste construire tes petits 1, mais ton bâtiment qui fait 4 cases de large, tu as envie de construire ça parce qu'il te donne 6 de population ou il te fait un revenu de 3 sous quand tu actives ton action de revenu. Fait que tu vas essayer d'acheter des bâtiments qui sont plus gros. Quand tu veux placer un bâtiment sur le plateau, ça te coûte rien. Tu vas juste récupérer tes marqueurs, tu places le bâtiment sur le plateau. Puis sinon, ben, tu fais produire tes bâtiments pour ramasser l'argent qu'ils vont te fournir. Fait que c'est un jeu super simple. Ça prend quelques minutes à expliquer. Ça prend une partie à 3, c'est peut-être 35 minutes. C'est pas super long. J'ai pas essayé encore à 4, j'ai joué à 2, à 3. J'ai essayé un petit peu le mode solo. Fait que j'ai trouvé ça, au niveau du gameplay, j'ai trouvé que c'était un jeu qui était simple, mais qui était extrêmement charmant, extrêmement intéressant. Et malheureusement,
peut-être pas super efficace au niveau de sa rejouabilité. Après quelques parties, tu vas vouloir rajouter des modules. Dans le pledge que j'ai, il y a un module avec des rôles, il y a un module avec des objectifs, il y a quelques modules que tu peux utiliser. Il y a un gros module qui s'appelle les monuments que tu peux rajouter, qui est une autre extension qui va venir, selon ce qu'on m'en a dit, j'ai pas joué avec moi-même, qui va venir beaucoup enrichir ton gameplay. Mais le jeu de base lui-même, même s'il est extrêmement simple et efficace, je trouve qu'il va manquer un petit peu de rejouabilité après quelques parties, étant donné que ton plateau n'est pas extrêmement grand, ton choix de bâtiment, même s'ils sont absolument magnifiques, est plutôt limité. Mais je suis j'anticipe beaucoup avec bonheur et joie l'extension des monuments que moi personnellement je vais me procurer dans la nouvelle campagne Kickstarter pour venir justement enrichir ce petit gameplay là. Fait que c'est un jeu simple, efficace, familial, facile à expliquer. C'est un jeu que tu vas jouer entre deux autres jeux ou c'est un jeu que tu vas sortir pour son facteur wow à des gens qui connaissent un petit peu moins les jeux de société puis qui vont te demander je voudrais que tu me fasses essayer tes jeux, je veux pas que ça soit trop compliqué, je veux pouvoir comprendre les règles facilement. C'est un jeu qui est parfait pour ça. Il y a un facteur wow qui est assez extraordinaire. Il n'y a pas, comme je l'ai dit quelques fois déjà, il n'y a pas une rejouabilité à tout casser, mais je pense pas que ce soit ça qui vise dans sa facture de base, dans sa mouture de base. Il va vraiment tout simplement vouloir t'offrir une expérience visuelle qui est extraordinaire, des règles simples que tu vas pouvoir jouer avec tes enfants, avec tes amis qui sont moins gamers, avec ton conjoint, ta conjointe qui sont peut-être moins gamers que toi, moins joueurs à des gros jeux que toi, puis ils vont avoir l'impression de jouer un gros jeu. Je pense que c'est la proposition qu'on te fait. Je t'avertis, il est cher. J'ai pas vérifié la nouvelle campagne, il te l'offre à combien, j'ai pas vérifié le prix de shipping, il est combien, mais présentement, il est sur Kickstarter. Fait que si ça t'intéresse d'avoir un jeu qui a un facteur wow qui est énorme, il prend pas tout à fait une Kallax, mais presque. La boîte est gigantesque. Mais que la mise en place, c'est le jeu super rapide, étant donné qu'on a ce petit plateau-là. Quand tu ouvres le jeu, tu prends un plateau, tu ouvres le couvercle sur dessus, je te donne ça, puis tiens, ta mise en place est faite, fait que ça se fait bien. Fait que donc voilà, tu sais, j'ai pas grand chose d'autre à dire, là, je peux continuer comme ça pendant 10 minutes à me répéter, mais ça revient à ça. C'est un jeu simple, c'est un jeu agréable, c'est un jeu super le fun, pas de rejouabilité à tout casser si tu n'as pas plusieurs modules pour venir explorer davantage de possibilités dans ton jeu. Mais c'est un jeu qui a un facteur visuel qui est wow, qui est spectaculaire, qui est extraordinaire sur le plateau. Quand on voit une ville toute construite à la fin d'une partie, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant, mais on va avoir payé cher pour vivre ça, quelque chose de satisfaisant là. Fait que je te laisse décider qu'est-ce que tu penses de ce type de produit de luxifié, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou non. C'est pas un jeu que je vais recommander ou que je ne recommanderai pas, parce que là, ça va, lui, la particularité que ça dépend vraiment de ton budget. Il est le double, le triple d'autres jeux du même prix. Par contre, il est extrêmement facile à sortir. Il a beau être peut-être moins bon que d'autres jeux que j'ai, il est sorti pas mal depuis que je l'ai. C'est peut-être pour ça que je trouve qu'il manque peut-être un peu de rejouabilité. J'ai joué quand même plusieurs parties à 2 et à 3 dans les dernières semaines. Donc voilà. Fait que moi, j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Foundation of Rome, ce gros Kickstarter, cet énorme jeu qui prend énormément de place, qui est splendide, mais qui est simple. Je te laisse avoir la réflexion à savoir si je paye cher, est-ce que je paye pour les composantes, je paye pour le gameplay, je paye pour la taille de la boîte, je paye pour la simplicité ou la complexité du jeu. Ça, je te laisse avoir ta réflexion avec toi-même. On peut avoir des débats assez intenses sur le sujet. Et moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de te souhaiter une excellente fin de journée, je vais t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube. Si ce n'est déjà fait, venez nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être toujours d'excellente qualité. Sur ce, ciao, fais attention à toi et une bonne réflexion en discutant avec toi-même ta conscience et ton portefeuille.